toutes et à tous, immense plaisir de vous retrouver à l'occasion de ce webinaire produit et organisé par GRDF, un webinaire dans lequel on va revenir sur une méthode d'innovation, une méthode de co-conception de l'innovation, le Living Lab, traduisé laboratoire du vivant. Et je vous propose justement de faire un focus sur un Living Lab mené dans la commune de Châteaudun, dans l'Eure-et-Loire. Et ce Living Lab est intitulé Le Champ du possible et j'ai l'immense plaisir et honneur de retrouver son président, Philippe Vigier. Bonjour Philippe Vigier. Alors vous êtes président du campus du Champ des possibles et également député de la 4e circonscription de l'Eure. Première question. De l'Eure-et-Loire. De l'Eure-et-Loire, pardon. Première question, elle est très simple. C'est peut-être pour préciser à celles et ceux qui nous suivent, la commune, le territoire dans lequel vous êtes, une commune très rurale dans laquelle on innove énormément. On innove énormément, en effet, puisque nous sommes dans le sud de l'Eure-et-Loire, dans le territoire qu'on appelle le Pays du Noix, de Géante du Noix, qui était une compagnon de Jeanne d'Arc, qui est un magnifique d'ailleurs château à Châteaudun. Et nous sommes surtout au cœur de la Beauce. Vous savez, cette Beauce que chacun connaît, qui est naturellement le terroir par exception, où il y a cette production agricole très riche, très diversifiée. Et nous avons la chance d'avoir un lycée agricole merveilleux. Nous avons la chance d'avoir donc un campus qui a été construit, Xavier Belin, le nom de cet ancien président de la FNSEA, et qui malheureusement est disparu maintenant, où on a des formations tout à fait modernes en matière, par exemple, d'agriculture, de numérique. On a construit un laboratoire expérimental qu'on appelle un Farm Lab, et puis plus récemment, un Living Lab en partenariat avec GRDF. Alors justement, ce Living Lab, ce laboratoire du vivant a des caractéristiques. Il est bien sûr d'utilité publique pour le territoire et vous allez nous expliquer les raisons pour lesquelles il est d'utilité publique. En premier lieu, on résume, c'est un territoire où l'innovation bat son plein avec des forces vives qui sont impliquées. C'est pour cette raison que le Living Lab est impliqué. Quel est justement son intérêt? D'abord, on a voulu, dans ce territoire, bâtir l'agriculture du futur, c'est-à-dire travailler avec l'ensemble des partenaires, que ce soit la région, que ce soit le département, que ce soit les entreprises, et que ce soit aussi les start-up, parce que l'agriculture est en pleine mutation, en pleine évolution. Et grâce au numérique, grâce à l'électronique, grâce à l'informatique, on met moins d'eau, moins d'intrants, on a des nouvelles pratiques d'organisation, et tout cela, ça nous a amené à créer ce fameux village BAICA. Mais après, à un moment ou à un autre, vous avez bien compris, pour qu'il y ait l'acceptation des populations, il fallait de façon indispensable qu'on puisse mieux les associer au processus de décision. Donc pour être à la pointe de l'innovation, il faut accompagner ces startups. C'est ce que nous faisons depuis 6 ans. Elles sont présentes sur les plus grands salons, comme par exemple le Salon international d'agriculture. Alors justement, ce Living Lab du campus Champ du possible a vu le jour en octobre 2021 et dans le cadre de cette réflexion, de cette co-conception, vous avez sollicité les forces vives, les citoyens, les entreprises, les collectivités territoriales à réfléchir sur un sujet qui est l'affaire de tous et qui représente le futur, la transition énergétique. C'est aussi par le biais de la méthanisation. Quel est l'intérêt pour vous de traiter ce sujet au sein de ce Living Lab? Vous voyez, on n'a pas attendu l'Assemblée nationale avec une loi sur l'énergie renouvelable. La transition énergétique, elle s'impose à tous. Faire en sorte qu'il y ait de nouvelles capacités de production d'énergie décarbonée, c'est une exigence. Mais après, il faut trouver des lieux pour du photovoltaïque, pour de la méthanisation, pour de l'éolien. Et donc, on a saisi cette problématique de la méthanisation pour faire en sorte qu'il y ait cette acceptation, cette compréhension, de manière à ce que chaque citoyen comprenne qu'il faut participer avec le territoire dans lequel il vit, eh bien, à cette fameuse transition énergétique. Et là, on s'aperçoit qu'il y a des difficultés d'installation, d'adaptation. Il y a beaucoup de non-dits, il y a beaucoup de choses qui sont fausses. Et donc, il fallait avoir un panel représentatif, ce qu'on appelle des parties prenantes, des hommes et des femmes qui connaissent, des associations, des gens engagés et des gens qui ont accepté pendant de longs mois de débattre, de discuter et de faire en sorte que eh bien, cette idée chemine. Il ne peut pas y avoir de projet qui émerge dans un grand pays comme le nôtre sans qu'à un moment ou un autre, il n'y ait pas une co-construction, construction avec les habitants, construction avec les citoyens, de manière à ce qu'on les implique. Alors justement, pour les impliquer, pour les embarquer, comment avez-vous justement mené ce sujet-là et comment ce sujet-là est-il finalement un levier pour la suite justement du Living Lab? C'est un levier formidable parce que ça nous permet de faire sortir les projets. Là où le méthaniseur était bloqué, on commence à les débloquer parce que les gens se sont rendus compte de ce que ça représentait, les idées fausses, par exemple sur les odeurs, sur la façon dont la méthanisation s'organisait, sur le problème, tous les acheminements naturellement de matériaux nécessaires à ces méthaniseurs. Ça permet aussi d'avoir des espaces de compréhension avec les citoyens, de les associer à toutes ces démarches. Et donc, ce qui était essentiel de comprendre, c'est que nous avons fait des petits ateliers réguliers, tous les 6 semaines, tous les 2 mois, avec 15-20 personnes, très interactifs, où chacun pouvant s'exprimer. Et cela a donné lieu à des expositions, a donné lieu à des échanges, à des débats, et qui ont permis d'établir un chemin, une charte, et qui ont permis surtout de faire en sorte qu'une fois de plus,
la concorde, l'écoute. Vous voyez, un peu comme les fameuses conventions citoyennes dont on parle beaucoup. Moi, je crois qu'à cela, vous voyez, le parlementaire que je suis, je vous le dis, oui, le Parlement a des pouvoirs, mais on ne peut pas construire sans les citoyens. Alors, il y avait une culture, une habitude dans ce territoire, et cette culture et cette habitude, parce que j'avais monté, il y a une vingtaine d'années, un conseil de développement pour impliquer les citoyens dans la décision. En tout cas, je suis très heureux qu'avec GRDF, on a ouvert la voie. Quand je dis ouvert la voie, vous voyez, avant le Conseil national de la refondation, avant les consultations citoyennes, comme celle sur la fin de vie, qui vient de rendre ses conclusions au président de la République, on a essayé d'avancer. Et concrètement, on a avancé. Alors, un cabinet était là pour l'animer. Moi, j'étais évidemment pas une partie prenante, étant jugé partie. Mais surtout, j'ai vu comment les étapes se franchissaient les unes après les autres. Il n'y avait pas de frustration, bien au contraire. Il y a eu beaucoup de pas les uns vers les autres qui ont été faits. Et c'est ça qui est intéressant. Merci Philippe Vigier, vous êtes le président, je le disais, de ce Living Lab, le campus, le champ du possible. Vous êtes également député. C'est un plaisir de vous entendre et justement je vous propose de poursuivre avec nous avec cette prochaine séquence où on va rentrer dans le détail avec l'explication de la méthodologie. Innover, c'est être capable de renouveler les pratiques pour inventer de nouvelles voies avec bien sûr un objectif, celui d'améliorer, de fournir une solution durable et viable. Et c'est dans cet état d'esprit que nous sommes justement réunis pour vous présenter avec nos experts en plateau un format d'innovation encore peut-être méconnu en France, le Living Lab. Alors GRDF a une démarche agnostique en matière d'innovation, a une ambition, fédérer toute la filière gaz pour engager et atteindre l'objectif de transition énergétique. Cette démarche d'open innovation, vous allez le voir, se traduit avec en interne comme en externe des experts mobilisés, des professionnels, des citoyens et également des usagers. Le Living Lab, c'est une méthode qui est née aux États-Unis en 1990 à l'université de Philadelphie avant d'être repris par la très célèbre et prestigieuse université du MIT. Chercheurs et étudiants mettent au point une méthodologie de co-conception innovante et en Europe, 16 ans plus tard, en 2006, on retrouve les premiers Living Lab qui débarquent avec des initiatives menées par la Commission européenne au sein du European Network of Living Labs pour justement développer la concertation entre États membres, entre sociétés et entreprises, entre associations. Alors l'objectif de ce webinaire, c'est justement de se réunir pour vous expliquer bien sûr l'état d'esprit, la philosophie du Living Lab, mais également la méthodologie, les étapes de co-conception et naturellement de répondre à toutes vos questions. Alors pour commencer, je vous propose déjà dans un premier temps de définir cette notion, un Living Lab. Qu'est-ce que c'est? Réponse dans notre séquence. Les Living Labs. Les Living Labs sont une méthodologie d'open innovation incluant les utilisateurs, développée par la prestigieuse université du MIT aux États-Unis. En Europe, il existe aujourd'hui près de 500 Living Labs, rassemblés au sein de l'association Enol. Un Living Lab peut se définir comme la rencontre entre une intention stratégique, un territoire, ses citoyens, son écosystème, un ensemble de méthodologies facilitant l'innovation, et bien entendu des projets d'expérimentation d'hypothèses d'innovation. Les Living Labs reposent sur une approche d'open innovation et s'appuient sur des méthodes au croisement de la concertation, du design thinking, du prototypage rapide, du test utilisateur et plus globalement de co-construction. L'objectif des Living Labs est d'expérimenter des solutions innovantes avec des citoyens en situation réelle, de sensibiliser à des thématiques d'avenir, et de capitaliser des apprentissages, pour permettre le passage à l'échelle. Et je suis rejoint en plateau par Philippe Bitté et Paul Pietira. Bonjour à tous les deux. Bonjour Pierre. Bonjour. Alors Philippe Bitté, vous êtes chef de projet R&D Innovation au sein de GRDF et également délégué territorial pour Clément Auvergne-Rhône-Alpes. Et Paul Pietira, vous êtes directeur d'Actan. Alors ma question est très simple. Philippe Bitté, justement, vous avez travaillé avec Actan. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu en termes de justement contexte, pourquoi avez-vous travaillé sur ce sujet du Living Lab avec Actan? Alors effectivement, on y reviendra sur la genèse du projet de cette expérimentation Living Lab, mais assez rapidement, lorsqu'on a commencé à réaliser la cartographie de l'écosystème de la région Centre-Val de Loire sur les écosystèmes d'innovation, on a souhaité très rapidement se faire aussi conseiller par un externe, quelqu'un qui avait une vision aussi différente de celle de GRDF
sur les méthodes d'open innovation, d'innovation ouverte. Donc c'est assez naturellement qu'on s'est tourné vers la société Actan, qui est une société de conseil en innovation basée en région Centre-Val de Loire et qui aussi avait une maîtrise et une connaissance de la cartographie des acteurs du territoire. Justement, vous le disiez, la méthodologie du Living Lab, elle est basée sur un socle qui est le socle de l'open innovation, et c'est dans cet état d'esprit que GRDF également ouvre ses chakras auprès de celles et ceux qui constituent un petit peu tous les éléments forts de l'écosystème. L'innovation ouverte est par définition, je dis, tournée vers l'extérieur. Paul, on va peut-être d'ores et déjà démarrer par un premier exercice de définition. Qu'est-ce que l'open innovation ? Oui, alors l'open innovation, c'est un concept qui a été formalisé par Henry Chesebrough, qui est un professeur donc, à l'université de Berkeley. Et en fait, il est parti du principe que pendant très longtemps, la R&D, donc toutes les démarches de recherche et de développement ou d'innovation étaient plutôt réalisées en interne des entreprises, donc dans des laboratoires, dont l'objectif était surtout de se dire, en fait, on va tenir ces informations-là plutôt secrètes en termes de domaines sur lesquels on travaille ou aussi en termes de vitesse pour garder, en fait, finalement, un temps d'avance sur le marché. Et puis, avec l'évolution du monde qu'on connaît, qui est beaucoup plus systémique, beaucoup plus rapide, beaucoup plus dynamique, eh bien, en fait, on s'est rendu compte que la performance de la R&D nécessitait une ouverture un peu plus importante. Et donc, il a commencé à formaliser ça dans le cadre finalement de ce qu'on appelle l'entonnoir de l'innovation. Alors, l'entonnoir de l'innovation, il faut essayer de s'imaginer un entonnoir, mais que vous mettez plutôt à l'horizontale. Et du coup, en fait, sur le côté gauche, eh bien, en fait, vous allez essayer d'avoir le plus d'idées qui rentrent, en fait. Et à la fin, il y a les quelques pépites qui vont apporter la valeur sur le marché. Et en fait, quand on regarde Chesebrough, ben, lui, en fait, il a fait un entonnoir avec plein de trous. Et donc, tous ces trous vont en fait symboliser les connexions aux acteurs de l'écosystème. Et on va avoir plusieurs niveaux de connexion. En fait, au début, notre intention, c'est plutôt de créer un écosystème et puis d'aller sourcer des idées. Donc, on va plutôt faire de l'open innovation sous la forme d'appel à projets, de challenge startup, c'est tous ces éléments qui vont agréger en fait des utilisateurs ou des idées. Progressivement, en fait, une fois qu'on avance un tout petit peu, eh bien, on va arriver dans une démarche dans laquelle on veut consolider un tout petit peu les liens. Et là, on va faire des hubs d'innovation, on va aller faire plutôt des accélérateurs. Donc tout va dépendre si vous travaillez avec des PME ou des grands groupes. Et enfin, une fois que vous avancez encore un tout petit peu, selon le niveau de maturité de l'entreprise, en fait aussi, on va créer des alliances. Et ces alliances, ça peut être soit des prises de capital, soit par exemple des joint ventures. Alors l'innovation dans les entreprises, c'est souvent chasse gardée, et on a plutôt, comme vous le disiez, l'incarnation et l'image de l'innovation internalisée au sein d'une entreprise. Et c'est tout le contraire là justement avec le sujet du jour. On parle d'open innovation. Quel est l'intérêt pour les entreprises, qu'elles soient petites, moyennes ou grandes, de faire de l'open innovation ? Alors déjà, on peut constater que d'un point de vue macro en France, à peu près, si on prend tous les grands groupes, 90% d'entre eux font de l'open innovation. Donc il y a vraiment une valeur qui est assez reconnue. Après, en fait, on va dire que, selon moi, il y a 3 principaux éléments de valeur. Le premier élément, c'est dérisquer l'innovation. En fait, quand on a une idée, eh bien, cette idée-là, en fait, si on vient la confronter le plus vite possible à l'écosystème, ça nous permet finalement d'enlever du risque et d'arriver sur le marché avec quelque chose qui est un peu plus fort. Après, on peut dire qu'il y a un niveau simplement d'accès aux ressources. Alors, en fait, quand vous êtes une entreprise, vous n'avez peut-être pas forcément toutes les compétences pour réaliser l'innovation. Et donc là, l'open innovation vous permet d'aller chercher des gens qui vont faire pour et avec vous. Et ça permet d'accélérer le processus d'innovation. Et enfin, je dirais qu'il y a un troisième élément qui est un peu, je dirais pas direct, mais c'est plutôt l'acculturation. Parce que quand on est une entreprise, surtout les grands groupes, on va avoir un prisme de lecture du réel qui est à travers ce que l'on fait nous. Or, en fait, ici, l'enjeu, c'est de pouvoir se dire, tiens, peut-être que les autres pensent autrement, peut-être qu'ils font autrement. Et donc, de faire rentrer cette innovation à l'intérieur de l'entreprise, ça a beaucoup de valeur dans les dynamiques de transformation des entreprises. Alors, l'approche du Living Lab, c'est centré utilisateur. Il faut être capable d'avoir une organisation plutôt verticalisée et embarquer une diversité, une pluralité d'acteurs. On voit dans la démarche de co-conception qu'il y a plusieurs étapes. Comment ces approches de co-construction fonctionnent-elles dans le développement d'un Living Lab, Paul ? Alors en fait, la co-construction, c'est quelque chose qui s'est beaucoup démocratisé ces derniers temps. Et en fait, il y a un concept que tout le monde à peu près connaît, c'est le design thinking, en fait, par exemple. Et on voit en fait aujourd'hui que l'enjeu, c'est le flou du futur. En fait, on veut inventer quelque chose et on a une incertitude. Et cette incertitude nécessite finalement d'avoir tous un regard qui est à peu près identique si on veut aller quelque part ensemble. Et donc, l'objectif, c'est de pouvoir tangibiliser ces futurs-là pour que les gens puissent réagir dessus. Donc, on va mettre en œuvre ce qu'on appelle des prototypes. Donc, c'est une sorte de maquettage, par exemple, de technologies, de dispositifs, de solutions digitales ou en fait juste de mode de fonctionnement. Et une fois qu'on a rendu quelque chose concret, c'est beaucoup plus facile pour les gens derrière de dire tiens, moi je suis pas d'accord, ou tiens, en fait je le verrai autrement, etc. Et donc en fait on va créer progressivement un langage commun pour faciliter l'invention du futur, et après on va venir le tester. Donc c'est pas quelque chose qui se fait tout de suite, en fait, c'est assez itératif, et donc du coup cette démarche itérative séquencée fait que on va faire des prototypes, des hypothèses de création de valeur, on va les tester auprès des utilisateurs, et ensuite on va itérer jusqu'à arriver à quelque chose
chose de bien structuré. Ce qui est intéressant dans le Living Lab, c'est qu'en fait, on va pas, comme dans une démarche de design thinking assez classique, en fait, surtout faire de l'étude utilisateur, des comportements des gens, du pourquoi, etc. Mais en fait, c'est participatif. En fait, c'est un des fondamentaux du Living Lab, c'est qu'à un moment donné, en fait, l'utilisateur ou tout l'écosystème, les parties prenantes sont toujours parties prenantes de la construction de la solution. Donc, ils ne sont pas un objet en fait, d'étude, mais en fait, ils sont vraiment des acteurs de la construction. Philippe, GRDF est naturellement tourné vers l'avenir pour atteindre les objectifs de transition énergétique et vous avez pour ambition de réunir tout l'écosystème de la filière. Pourquoi, justement, en termes de stratégie, GRDF s'est tourné vers cette volonté de développer une stratégie d'open innovation? Alors, dans le contexte d'expérimentation de cette méthode de travail, donc elle remonte à l'année 2018, une année où en fait au sein de GRDF, on a travaillé sur la rédaction du projet d'entreprise, la vision de GRDF à une échéance à moyen terme. Et dans ce travail de co-construction, c'était déjà un travail de co-construction à ce moment-là, il y a eu un certain nombre de groupes de travail qui ont été lancés pour proposer des pistes à la direction générale de GRDF. Ben voilà, il y a des choses qu'on pourrait peut-être travailler sur différents sujets. Et dans le cadre du groupe de travail dédié à l'innovation, dans cette co-construction du projet d'entreprise, on avait fait un peu une cartographie de toutes les méthodes diverses et variées qui pouvaient exister en France et en Europe et également dans le monde. Est apparue effectivement cette méthode de laboratoire d'innovation territoriale qui s'appelle également Living Lab. Et voilà, donc on a fait une petite recherche académique dans ce groupe de travail pour voir est-ce que c'est quelque chose, est-ce que c'est une méthode d'innovation ouverte qui pourrait répondre à des problématiques sur lesquelles GRDF on souhaite travailler. On s'est rapidement rendu compte qu'effectivement, il y avait une certaine rupture dans la démarche d'innovation que ce laboratoire d'innovation territoriale allait proposer pour GRDF, mais on s'est quand même assez naturellement tourné vers cette méthode qui est très ancrée sur les territoires. Et GRDF, on est une entreprise qui a quand même un ancrage local assez important. C'est aussi un souhait de notre stratégie d'entreprise d'avoir une implantation territoriale marquée. Et on s'est dit, on va proposer de marier cette méthode d'innovation ouverte très territorialisée à notre ancrage local. Bon, une fois qu'on a dit ça, on s'est... Est-ce qu'on le fait partout, dans toutes les métropoles du territoire national? On a plutôt proposé à la direction générale qui a dit banco, on l'écrit dans le projet d'entreprise de GRDF en 2019. Expérimentons cette méthode Living Lab sur un territoire. Et c'est à ce moment-là qu'on a cartographié différents lieux en France. La région Centre-Val de Loire a rapidement pris le lead puisqu'on a eu... également une équipe de territoriaux de GRDF qui était engagée, qui avait envie d'expérimenter cette méthode de travail. Et voilà comment est née l'expérimentation du Living Lab, méthode d'innovation ouverte, d'open innovation, donc pour le territoire donc de Châteaudun. Alors il revêt un intérêt tout particulier pour GRDF, puisqu'on l'a bien compris, c'est le premier laboratoire du vivant que vous menez et que vous expérimentez. Pourquoi est-il aussi justement important pour la suite et pour GRDF? Alors, dans ce webinaire, on va détailler les différents éléments de méthode nécessaires à la constitution d'un Living Lab. Et si on prend des objets plus de motivation, d'engagement, il y avait effectivement d'abord un territoire qui était très fertile en termes d'acteurs de l'écosystème innovation, que ce soit côté GRDF, mais également sur le territoire de l'Eure-et-Loire et de Châteaudun en région Centre-Val de Loire. Et puis, on avait effectivement un lieu, un campus, pour lequel on a pu avoir quelques éléments par Philippe Vigier auparavant. Le campus Les Champs du Possible avait effectivement un certain nombre d'intérêts pour cette proposition de Living Lab à monter, à expérimenter, que ce soit de par la notion d'accélérateur de start-up, avec également une collectivité qui a été plutôt motivée, volontaire. On avait également des étudiants, des lycéens qui étaient dans cette
cette mouvance de vouloir expérimenter des sujets, également une ferme agricole expérimentale où on pouvait aussi imaginer un certain nombre d'actions. Voilà, donc tout ce terreau fertile était présent avec, et c'est presque le plus important, aussi des acteurs de l'écosystème qui avaient la motivation et l'envie de tester cette méthode. Philippe et Paul, vous allez rester avec nous. On a parlé de l'approche du Living Lab. Vous allez revenir effectivement pour nous parler également des premiers résultats. Avant cela, je vous rappelle bien sûr que vous pouvez poser toutes vos questions. On est en direct avec GRDF, avec Actan et également le campus du Living Lab, le champ du possible. Et dans la prochaine séquence, on va s'attarder sur les étapes de conception, de co-conception. Quelles ont été ces grandes étapes? Eh bien, la réponse dans notre séquence. La première année d'expérimentation du Living Lab s'est déroulée de juillet 2021 jusqu'en juillet 2022. En amont, il y eut un temps de travail de cadrage avec les équipes GRDF et celles du campus. L'année a été rythmée en 2 temps, le recrutement et les rencontres entre les panels. Les experts du panel et le comité de gouvernance ont été recrutés par les équipes de GRDF et du campus par le biais du réseau professionnel et par des communications ciblées sur le Living Lab et la méthanisation. L'enjeu était de regrouper des personnes ayant des expertises spécifiques à la méthanisation comme des énergéticiens, des agriculteurs méthaniseurs, des banques. En parallèle, les citoyens ont été recrutés via différents canaux. Les équipes d'Actan et du campus étaient présentes sur des événements, des marchés et des lycées locaux. Une communication digitale et une communication publique à travers la presse et la radio locale ont été mises en œuvre. Objectif, présenter le Living Lab du possible et donner l'envie aux citoyens de le rejoindre. Au total, ce sont environ 36 personnes dont 10 experts qui ont participé aux ateliers. Ces grandes étapes, on les a expliquées dans ce reportage d'1 minute, mais on va rentrer bien sûr dans le détail pour tout vous expliquer. Je vous rappelle bien sûr qu'on répondra à toutes vos questions dans la dernière demi-heure de ce webinaire. Alors pour justement rentrer dans les étapes et les grandes étapes qui ont jalonné le lancement de ce Living Lab, je retrouve Lise Cognard, designer de service pour Actan, et Domiti Plakzek, user researcher pour Actan. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Alors, on a bien compris, cette phase de recrutement, elle est capitale, puisqu'il faut être capable d'assurer et de fournir une diversité d'acteurs. On voit sur les images qu'il faut forcément parcourir beaucoup de kilomètres dans un territoire pour rencontrer toutes les personnes et pour imaginer tous les scénarios et tous les contextes. Quelles sont les grandes phases clés de recrutement et quelles sont les bonnes pratiques pour recruter un panel d'actrices et d'acteurs représentatifs? Alors effectivement, la phase de recrutement, c'est un moment clé. Et ça intervient, c'est une phase qui va demander du temps parce qu'il faut construire la campagne de recrutement, il faut définir les lieux et les événements qui vont être pertinents pour rencontrer ces profils justement que l'on souhaite trouver dans nos panels. Et d'une autre part, il faut aussi construire la démarche qu'on va utiliser, ainsi que tous les canaux qu'on a pu voir dans la vidéo juste avant, qui vont nous permettre d'échanger, de rencontrer les panels. Alors, Domiti. Un autre point important pour nous, ça a été aussi de définir finalement qui allaient être les profils qu'on voulait avoir au sein du panel. Et donc on avait ce souci d'assurer vraiment la représentativité de ce panel pour qu'il soit représentatif du territoire de Châteaudun. Donc par exemple, on voulait assurer une mixité entre hommes et femmes au sein du panel, assurer aussi d'avoir différents avis concernant la méthanisation, des personnes qui étaient pour, qui étaient contre, mais aussi des neutres, mais toujours dans un objectif de co-construction et non de destruction des idées, par exemple. On avait vraiment ce souci-là de représentativité, mais aussi de complémentarité d'expertise, notamment pour le panel d'experts, pour qu'on puisse avoir un maximum d'expertise, que ce soit les porteurs de projets de méthanisation, autant que les banques ou des acteurs comme GRDF qui accompagnent les porteurs de projets tout au long de leur déploiement de projets. Et je rajouterais qu'une fois qu'on a du coup construit notre stratégie de recrutement, il est très important de communiquer et donner de la visibilité à cette démarche. Et c'est pour ça que cette phase, elle est très importante de recrutement. Et ça prend du temps. D'aller à la rencontre des gens, de communiquer. Donc c'est la promesse initiale finalement dans le Living Lab, c'est être capable, on le disait, d'avoir un échantillon, un panel représentatif pour faire émerger des résultats qui soient forcément cohérents, qui soient en phase avec finalement tous les acteurs du territoire. Exactement.
Alors justement, Lise, on a une présentation que vous allez justement diffuser pour en savoir plus. C'est ça. Donc, comme on vous expliquait, il y a eu cette phase de recrutement en amont. Et ensuite, on a donc rencontré à différents moments les citoyens, les experts. Donc, la première rencontre, qui est la première rencontre, elle était de l'ordre avait un objectif d'informer, de présenter la démarche, que les acteurs se rencontrent entre eux. Donc voilà, c'était vraiment une rencontre à titre informatif. Ensuite, on a commencé avec le premier atelier qu'on a appelé acculturation, puisqu'en fait l'objectif était que les participants puissent s'acculturer à la méthanisation. Tout le monde ne connaissait pas le processus de méthanisation, et donc voilà, c'était le premier atelier, comprendre, connaître et commencer à identifier des pistes de solutions, commencer à lister tous les irritants pour identifier des premières pistes. Le deuxième atelier, c'était un atelier qui était beaucoup plus prospectif, puisqu'on a demandé en fait aux citoyens de se projeter sur un territoire en 2050 et d'imaginer ce territoire qui serait 100% autonome en énergie renouvelable. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail puisque Domiti expliquera plus à la fin du webinaire, mais voilà, on avait donné des éléments aux citoyens pour qu'ils puissent imaginer ce territoire. Ensuite, entre deux ateliers, on a organisé un événement qui était la visite d'un méthaniseur sur le territoire, dans la ville de Varize. Donc voilà, le but était de découvrir l'infrastructure en réel pour pouvoir s'acculturer vraiment au processus de méthanisation et découvrir finalement sur place qu'est-ce que ça donne et c'est quoi un méthaniseur exactement et voilà, comment est-ce que ça se rendre compte finalement en réel de l'impact. Le troisième atelier, c'était un atelier de prototypage. Donc l'objectif, c'était de prototyper les solutions d'un projet de méthanisation. Et c'était de prototyper en fait les solutions que les citoyens avaient imaginées dans les premiers ateliers. Donc on leur a donné des outils, les moyens de tangibiliser leur idée, donc à travers le dessin, à travers le maquettage, la construction de logos, de parcours. Le quatrième atelier s'est déroulé avec le panel expert, donc sans les citoyens. Le but était de définir le parcours idéal d'un montage de projet pour un porteur de projet qui voulait déployer son infrastructure de méthanisation. Donc voilà, le but était de définir tout ce parcours étape par étape avec à chaque fois les points de contact, les irritants qu'ils pouvaient rencontrer pour trouver une fois encore des solutions pour améliorer ce parcours. Le cinquième atelier, c'était de penser l'environnement d'un site de méthanisation. Donc les citoyens avaient, au vu des ateliers précédents, acquis beaucoup de connaissances en la méthanisation et donc on leur a demandé d'imaginer l'environnement d'un site de méthanisation, à la fois à l'intérieur du site, mais plutôt à l'extérieur pour réfléchir à comment on pouvait intégrer un site de méthanisation physiquement dans un territoire. Et enfin, le dernier atelier où on a réuni une fois encore le panel citoyen et le panel expert pour aligner les visions finalement, puisque chacun avait travaillé sur des solutions et sur leur vision citoyen ou vision expert. Mais du coup, l'idée, c'était sur ce dernier atelier de définir des solutions qui soient alignées en fonction finalement les attentes des citoyens et la réalité concrète des experts. Et la phase de clôture. Voilà, c'est ça. Et donc on a eu un dernier événement de convivialité où du coup on a invité tous les panels à se regrouper et on a fait on a regardé ce qu'on avait produit tout au long de l'année dans un moment de convivialité. Alors Lise et Domiti, moi il y a deux points qui retiennent mon attention. Le premier, c'est effectivement le caractère très innovant. On est dans l'innovation la plus totale. On parle de prototypage, on parle de co-conception, on parle de solutions. Et ce, avec finalement des personnes, ça c'est mon deuxième point, qui ne connaissaient pas le procédé de méthanisation. Ça c'est dans l'atelier 1, c'est-à-dire qu'en fait vous embarquez des personnes et c'est tout l'intérêt finalement du Living Lab, c'est être capable de réunir finalement des personnes qui ne connaissent pas le sujet, qui vont le découvrir et qui vont se rendre compte qu'elles sont forcément concernées par le sujet. On n'est pas qu'entre sachants, on est également avec des personnes qui sont sur le territoire, qui sont concernées par le sujet. C'est cela, comment est-ce que vous avez ressenti peut-être la première étape de l'atelier numéro 1, celui de la découverte du sujet? Des personnes très motivées et curieuses, beaucoup de curiosité de savoir qu'est-ce qu'on allait faire dans ces ateliers, qu'est-ce que ça allait produire,
comment on allait effectivement réussir à animer toutes ces personnes. Et ces ateliers, oui, Domiti. Oui, pardon. Non, moi, ce qui m'avait aussi interpellée, c'était que les participants, quand ils sont arrivés, il y en avait certains qui avaient des avis très marqués sur la méthanisation, certains qui étaient vraiment contre parce que voilà, ils avaient l'expérience d'un méthaniseur dans leur ville ou à proximité de leur habitation. Et le fait de découvrir, finalement, il y a d'autres méthanisations et de comprendre un peu mieux l'aspect technique du processus et des différents intrants qui peuvent alimenter les méthaniseurs, et en fonction, ils ont pu se rendre compte finalement que leur cas était peut-être un cas spécifique, qu'il y avait d'autres cas, et finalement c'était ça qui était intéressant de voir les avis qui peuvent changer et de voir les avis qui se créent aussi au fur et à mesure de la démarche. Un point de vue qui a évolué avec un accompagnement effectivement d'experts et d'experts, mais sur une mobilisation de connaissances qui est absolument neutre, et c'est intéressant de vous écouter effectivement sur ce point de vue qui a évolué. Alors, vous parliez, Lise, de ces ateliers qui sont le véritable moteur du Living Lab. C'est là que se cristallise finalement l'émergence de futurs possibles et que l'on touche vraiment du doigt l'Open Innovation. Une année a été nécessaire pour sonder les enjeux de la méthanisation. Quels ont été les moments les plus marquants durant l'expérimentation ? Alors je dirais qu'un des moments qui nous a marqué, c'est vraiment l'implication de l'équipe du campus Les Champs du Possible dans l'animation des ateliers collaboratifs. Parce que construire et mener ces ateliers, ça demande de connaître des outils et des méthodes d'animation. Et donc nous, en amont, on a formé en fait ces équipes à ces méthodologies. Et ensuite, ils ont pu les mettre, les pratiquer durant ces ateliers et durant les différentes animations. Merci Lise, merci Domiti. On va justement retrouver dans quelques instants GRDF pour connaître aussi le niveau d'implication de GRDF sur le Living Lab. C'est l'objet de notre prochaine séquence. Et nous sommes de retour en plateau avec GRDF. Caroline Renaudat, bonjour, vous êtes directrice territoriale Centre-Var de Loire pour GRDF. Bonjour Pierre. Et Phil Mété qui est avec nous sur le sujet innovation. Alors Caroline, est-ce que vous pouvez justement nous expliquer votre rôle sur le territoire au sein de GRDF ? Alors sur le territoire, alors avec mon équipe, pas seul, on est en lien en fait avec les collectivités locales. C'est une relation de proximité. On travaille avec l'ensemble des institutionnels d'un secteur et également avec tout ce qui est sphère médiatique et associative, donc également avec les citoyens. Alors l'innovation, c'est ce que je disais, être capable de faire bouger les lignes. Quand un acteur comme GRDF qui développe une telle démarche, quel est votre premier retour d'expérience, votre regard que vous avez sur le développement de ces ateliers ? Alors notre premier retour d'expérience, c'est que c'est indispensable de s'associer à un acteur du territoire. Ça vraiment, ça a été notre premier enseignement, et dans les travaux qu'on a menés, c'est quelque chose qu'on avait identifié, mais on en a eu la preuve en fait au fur et à mesure où on avançait. Le deuxième retour d'expérience, c'est qu'il faut du temps. Il faut du temps pour co-construire la démarche, parce qu'avec le campus Les Champs du Possible, on a travaillé assez longtemps pour finalement préfigurer ce Living Lab, pour se comprendre, pour voir où on voulait aller ensemble. Et c'est bien un travail qui est vraiment partagé, et on s'est tous sentis acteurs et impliqués en fait dans cette démarche. Et puis le troisième enseignement, c'est que les citoyens, ils ont plein d'idées, qui nous ont livré plein de choses et qu'on a plein de boulot. Et du coup, c'est pas fini. C'est une démarche qui justement s'imbrique sur du long terme pour avoir une cartographie, une photo finalement très globale sur le sujet. Oui, c'est une méthode d'innovation ouverte pour laquelle il ne faut pas chercher à aller trop vite. Ça prend du temps. On l'a vu également dans l'expérimentation. À un moment, même l'équipe projet, on a dû faire un pas en arrière, ralentir le rythme, parce que on avait aussi à se réinterroger sur la façon dont on allait organiser la co-construction avec les citoyens. Et voilà, donc c'est une méthode qui est sur le moyen long terme, et pour laquelle il faut être patient et prendre le temps.
Alors justement, j'ai parlé du regard. Quel a été votre regard de GRDF sur les ateliers? On va peut-être maintenant inverser la question. Quel a été finalement le regard des citoyens sur votre présence quand vous les sollicitez au sein d'une innovation comme celle-ci? Comment vous êtes perçu à ce moment-là? Alors justement, on a cherché à ne pas être trop perçu. D'accord. On a cherché à être discret et à laisser vraiment les citoyens libres de réfléchir, de travailler. C'est aussi pour ça qu'on s'est appuyé sur Actan pour mener les ateliers, parce qu'on ne voulait surtout pas être trop présent. Donc finalement, nous, dans ce Living Lab, après les travaux de préfiguration et de lancement de la démarche, finalement, on a intégré le panel des experts, parce qu'on est sur le sujet méthanisation, et on a juste joué le rôle d'un expert au sein du panel expert qui venait finalement en réponse aux questions des citoyens. Mais on n'a absolument pas voulu, et c'était vraiment un souhait dans les travaux de préfiguration, on n'a absolument pas voulu driver les travaux des citoyens, c'était pas du tout l'objet, et du coup on a été très discret, ce qui peut parfois avoir un petit côté frustrant, parce qu'il y a plein d'ateliers en fait où on était délibérément pas présent. Et c'est vrai qu'on a pris cette posture. GRDF a été le catalyseur discret de la relation partenariale entre les citoyens, le campus Les Champs du Possible, la société Actan qui organisait les ateliers, pour que il n'y ait pas... vraiment le principe du Living Lab étant d'avoir des citoyens, des usagers au cœur du dispositif de l'écosystème partenarial entre des entreprises privées, des collectivités, des universités. Et un sujet qui est apporté par l'un des participants de cette gouvernance ne doit pas être prégnant par rapport aux autres. On avait effectivement un sujet lié à l'acceptabilité de la méthanisation sur un territoire qui nous était un enjeu très important dans le cadre de ce Living Lab, mais il fallait aussi accepter de lâcher un peu le rebord de la fenêtre pour dire maintenant on confie le sujet à un panel citoyen pour lequel réfléchissez, posez des questions et on intervient indirectement dans le cadre des rencontres entre les panels d'experts et le panel citoyen. Pour avoir un retour d'expérience absolument objectif et pour en tirer des résultats effectivement qui vous soient utiles. Et se laisser surprendre aussi par les postures des citoyens, les questions qu'ils avaient, et également se laisser surprendre par des propositions ou des remarques qu'ils ont pu formuler tout au long de cette expérimentation. Alors je parlais de retour d'expérience. Quels ont été les 3 premiers grands enseignements que vous pouvez tirer depuis cette expérimentation menée en octobre 2021 ? Les 3. Alors la première, et ça nous a vraiment marqué, c'est que finalement la méthanisation, on en a beaucoup fait un sujet d'expert. Et que c'est peu connu. Alors nous on comprend le jargon, on est dedans au quotidien, on est convaincus, on est presque militants sur ce sujet-là. Mais c'est un sujet qui est absolument pas connu. C'est une énergie, la méthanisation est une énergie renouvelable inconnue sur les territoires, inconnue du grand public. Alors ça évolue, mais en tout cas, on en a vraiment fait un sujet d'experts et il faut arrêter ça en fait. Il faut vraiment faire de la pédagogie, il faut vraiment aller à la rencontre des citoyens, des habitants des territoires. Quand des projets arrivent sur des territoires, il faut aller à la rencontre des gens. Un deuxième enseignement, c'est que quand on met ensemble des citoyens et des experts et qu'on les fait plancher sur un sujet, les enjeux convergent. On se parle et c'était toute la magie en fait de ces ateliers et notamment des rencontres qu'il y a eu entre le panel d'experts et les panels citoyens. La fresque du projet en fait en est un bel exemple. En fait, tout le monde s'est compris. A compris les enjeux des autres et donc le dialogue sur un territoire est essentiel. Et puis troisième enseignement, on en a parlé aussi, il faut du temps. Il faut du temps et on a du boulot parce que les ateliers ont vraiment donné plein d'idées et derrière, il faut aussi qu'on donne des gages aux citoyens qu'on a entendus et qu'on va avancer et qu'on va maintenant essayer de mettre en œuvre des propositions. Certaines aboutiront, d'autres non, mais en tout cas, il faut qu'on creuse les idées qui ont émergé. On est dans une image construite, on est dans une démarche scientifique. On parlait d'expérimentation, comme dans toute expérimentation, il y a des réussites, mais il y a également parfois des difficultés ou des échecs. Quelles ont été finalement les grandes difficultés rencontrées depuis le lancement de l'expérimentation ?
La première difficulté à laquelle on a été confronté lors de déployons un Living Lab sur un territoire, donc il y a eu tout le travail de méthode, le travail académique, voilà, qui a pris du temps. Donc, on revient sur cette notion de prendre le temps. Et puis également accepter, on a lancé la recherche académique, puis après on a dit c'est facile, on va poster une annonce Facebook et on va recruter des citoyens volontaires. Bon, ça ne se passe pas comme ça. Et accepter le fait que nous, GRDF, ou le campus Les Champs du Possible, on ne savait pas faire. Et c'est aussi tout l'enjeu ensuite du travail qui a été fait avec Actan. Mais voilà, de faire un pas en arrière en disant là, on ne va pas y arriver tout seul, ou alors les citoyens qui vont être recrutés ne seront pas forcément représentatifs du territoire. Donc on fait un pas en arrière, on se repose des questions sur c'est quoi un panel citoyen, comment on fait pour aussi donner envie à des monsieur et madame tout le monde représentant leur territoire de s'inscrire dans une démarche aussi sur le temps long où ils vont passer eux des heures à aller faire des visites de sites de méthanisation, à aller discuter entre eux sur qu'est-ce que je veux comme transition agroécologique sur mon territoire, qu'est-ce que c'est que la transition agroécologique. Et voilà, donc c'était la première difficulté d'avoir un recrutement efficace, enfin en tout cas vraiment représentatif de citoyens pour constituer ce panel. Et donc on va parler naturellement également de la suite, puisqu'on a parlé de ces 3 premiers enseignements. Quelles sont les prochaines étapes de ce Living Lab ? Alors, comme je l'ai dit, la toute prochaine étape, c'est vraiment de reprendre tout ce qui a été fait. Alors, on a commencé évidemment de creuser les sujets, éventuellement d'approfondir avec le panel citoyen, de revenir vers le panel citoyen pour des questionnements complémentaires et puis de mettre en œuvre. Ça, c'est vraiment essentiel. Et puis la suite, alors on est en train de travailler avec l'équipe du campus Les Champs du Possible. Côté GRDF, on travaille aussi en multidirection. On aimerait finalement élargir les travaux et vraiment aborder les travaux sous l'angle capture du carbone et de travailler du coup aussi également avec le monde agricole et les citoyens pour regarder sur les territoires finalement comment l'agriculture, comment ce territoire agricole contribue à la lutte contre le changement climatique. Donc là, voilà, on est encore en train de travailler. Finalement, alors c'est pas un éternel recommencement, mais c'est comment on élargit le débat et comment on élargit les sujets pour aller au-delà et vraiment être au service du territoire en fait. Et les suites aussi de cette expérimentation de Living Lab, elles appartiennent également au Living Lab en tant que tel, au campus Les Champs du Possible. C'est vrai que nous, on s'est engagé, GRDF, dans cette démarche pour expérimenter la méthode, parce que peut-être qu'on va la déployer aussi sur d'autres territoires, mais voilà, on a travaillé un sujet qui était l'acceptabilité des sites de méthanisation, mais on a aussi participé à la constitution d'un Living Lab sur un territoire, et ce Living Lab, il va aussi... Enfin, on lui souhaite, il va avoir sa propre vie, il va avoir des sujets, peut-être la capture du CO2, mais qui pourrait aussi s'autosaisir d'autres sujets avec d'autres membres de l'écosystème territorial, qui pourraient être sur d'autres énergies renouvelables, pas forcément le gaz, mais éventuellement d'autres énergies. Mais en tout cas, c'est aussi un objet, c'est un tiers-lieu qui a été dynamisé par la démarche de Living Lab et qui va aussi peut-être, on lui souhaite, se saisir de sujets au bénéfice de l'usager qui est au centre, qui est le citoyen du territoire de Châteaudun. Alors vous venez de brièvement l'évoquer, Philippe, dans votre réponse. On a parlé avec vous de cette volonté de GRDF de lancer cette expérimentation de Living Lab. Est-ce que justement le Living Lab va-t-il intégrer cette stratégie d'open innovation au sein de l'entreprise ? Alors, on l'a vraiment, l'expérimentation qu'on a réalisée avec les campus Les Champs du Possible, on l'a vraiment faite dans cette idée d'open source, d'open innovation, d'open ce que vous voulez, et en particulier d'open kit méthodologique, on les verra à la fin de ce webinaire. On a pris le temps de faire de la recherche académique, on a pris le temps de faire aussi des rex positifs, des rex négatifs sur les choses qui étaient faciles, plus difficiles à mener dans ce montage de laboratoire d'innovation territoriale. Et dans le cadre de cette volonté d'ouvrir la démarche d'innovation de GRDF à l'externe, il y a aussi le fait de mettre à disposition toutes les ressources, et il y en a beaucoup, parce que
comme on était sur le temps long, eh ben, on a eu le temps d'écrire. Et il y a tout un kit méthodologique, il y a un livre blanc qui a été rédigé par la direction R&D Innovation de GRDF, qui est fait pour être consulté par qui veut le consulter, et pas forcément des salariés de GRDF, mais aussi des écosystèmes territoriaux qui souhaiteraient utiliser cette méthode de travail pour développer des Living Labs ailleurs sur le territoire. Et pour preuve, Philippe, justement, ce kit, on va le présenter avec celles et ceux qui nous suivent, avec justement Domiti qui va nous rejoindre en plateau pour vous présenter ce kit qui sera bien sûr disponible à l'issue de ce webinaire. C'est l'objet de notre prochaine séquence. On espère que ce webinaire est inspirant et justement c'est l'invitation que l'on vous fait, c'est à vous de créer votre propre Living Lab et ce grâce à ce kit qui a été proposé et présenté par GRDF et on va le détailler avec vous Domiti, justement ce kit qui permet à celles et ceux qui nous suivent d'y voir beaucoup plus clair. Tout à fait Pierre, merci. Alors du coup, voilà, il y aura donc 3 kits que je vais vous présenter. Le premier kit qui concerne la mise en place du Living Lab qui a été créé par GRDF et qui sera disponible et téléchargeable sur le chat. Donc voilà, c'est un kit qui est composé de différents supports et artefacts qui comprennent différents outils, un guide pratique, des canvas. On peut trouver également un tableau de bord, des réseaux d'acteurs. Voilà, différents outils et différents supports qui vous permettront de formaliser votre pensée et donc de vous accompagner dans la démarche de création d'un Living Lab et donc une démarche vraiment pas à pas voilà, pour vous aider dans cette mise en place. Un deuxième kit du coup sur le recrutement qui nous a permis donc de pouvoir recruter les différents profils et citoyens utilisateurs. Voilà, donc on retrouve plusieurs supports de communication, donc de différents formats, du flyer jusqu'à l'affiche, pour permettre de communiquer sur le Living Lab, sur la démarche. Nous avions également une infographie pour familiariser et commencer l'acculturation sur la méthanisation. Des questions assez faciles et accessibles pour provoquer le dialogue avec les citoyens, pour les interpeller et qu'ils puissent facilement venir nous rencontrer. Un petit jeu de cartes qui permettait de rendre les échanges un peu plus ludiques, un peu plus agréables avec les citoyens. Nous avions également, on a créé un template pour aider à formaliser les critères de recrutement du panel et donc un questionnaire digital ou papier pour permettre aux personnes de s'inscrire et de rejoindre le Living Lab. Le troisième kit, c'est un kit d'animation. Du coup, qui est plus personnalisable en fonction de la thématique. Donc là, on était sur la thématique de la méthanisation. Donc on va retrouver des supports qui permettent d'animer et permettre le bon déroulement des ateliers. Des supports qui permettent également de transmettre et faciliter l'imprégnation des données de méthanisation. Donc voilà, différentes cartes qui permettent aux citoyens de s'exprimer, qui permettent aussi de favoriser la création et de stimuler l'imagination. On a également des supports qui permettent évidemment de prioriser les idées qui sont ressorties pour savoir un petit peu quelles sont les solutions qu'on va devoir prototyper ou pousser pour aller un peu plus loin. Et enfin, on a des supports qui permettent d'accompagner pour structurer finalement la pensée, formaliser les idées. Donc là, c'était un poster sur les phases du parcours. Et ici, c'était un poster qui représente la carte du secteur de Châteaudun. C'était donc, on en avait parlé tout à l'heure avec Lise, l'atelier sur la projection en 2050. Donc chaque groupe avait un plateau de jeu comme celui-ci, avec un scénario qui lui était donné en 2050. Et donc là, voilà, on devait placer par exemple le méthanuseur en zone urbaine et venir imaginer finalement ce territoire avec ce scénario-là. Et donc de pouvoir venir placer. Est-ce qu'il y aura besoin de créer des nouvelles routes, par exemple? Est-ce qu'on aurait besoin d'avoir des infrastructures particulières en jaune, des acteurs en bleu qu'on vient positionner, de mettre en rose finalement les éléments de valorisation, puisque c'était une des questions
de la méthanisation auprès des citoyens, comment le valoriser auprès des citoyens. Donc c'est quelque chose qu'on a aussi abordé. Donc voilà, chaque groupe pouvait composer finalement sa cartographie en fonction de son scénario et de venir disposer quelques solutions, des petites cartes, voilà, soit des solutions qui avaient déjà émané des précédents ateliers ou des nouvelles solutions qu'ils avaient envie de rajouter finalement voilà, sur la réflexion. Donc un kit qui est disponible en open source, qui s'inscrit finalement dans la logique, dans la continuité de cette démarche d'open innovation. Alors un kit qui est disponible à tous les secteurs, auprès de tout type d'acteurs, sociétés, associations, citoyens. Finalement, vous n'avez pas peur de vous faire piquer votre idée, bien au contraire. Eh bien, au contraire, allez-y, téléchargez. Ce kit, il est disponible sur notre site innovation.grdf.fr, qui est le lieu où l'on retrouve toutes les démarches d'innovation ouverte, d'open innovation de GRDF. On parle souvent avec ce site des appels à projets de GRDF. Il y a également du coup une partie de ce site qui est consacrée au Living Lab, avec l'ensemble des kits méthodologiques du livre blanc qui est disponible au téléchargement. Donc allez-y, téléchargez, inspirez-vous de ce document, il est fait pour ça. Et c'est aussi l'occasion de rappeler pour celles et ceux qui sont intéressés de aussi forcément de faire ce retour d'expérience au fur et à mesure de ces grandes étapes qui vont jalonner forcément leur expérimentation sur ce sujet qui est le Living Lab. Alors Domiti, être capable d'animer un Living Lab, solliciter les parties prenantes, créer du lien avec le sujet sur du long terme, c'est forcément, on le disait, très long. Comment on est capable de mobiliser et agir de manière concrète avec le panel sur ces enjeux qui sont importants, les enjeux de méthanisation? Oui, effectivement, c'est très important et je vais avoir plusieurs éléments de réponse. Donc le premier, c'est de dire déjà il faut une organisation très rigoureuse puisqu'on a besoin au départ de planifier les différents ateliers avec une certaine cohérence entre les ateliers. Donc voilà, il s'agit de définir au départ cette planification, mais de garder une certaine flexibilité, une certaine souplesse pour pouvoir s'adapter et rebondir par rapport aux productions de chacun des ateliers, puisque le but étant de s'adapter à la vitesse de notre panel citoyen et donc de s'adapter à leur production à eux, sans forcément imposer nous notre planification, notre regard, mais que ce soit vivant et que eux aussi puissent contribuer à l'élaboration de ces ateliers. Et donc voilà, donc je dirais que le premier point, c'est d'avoir cette flexibilité, cette souplesse, tout en gardant la cohérence de chacun des ateliers finalement. Le deuxième point, pour avoir cette capacité d'agir concrètement sur les enjeux de méthanisation, je dirais, c'est d'impliquer les différentes parties prenantes et d'avoir cette légitimité finalement qui est reconnue par les utilisateurs, par les citoyens, puisqu'ils avaient en face d'eux des experts qui étaient reconnus, puisqu'on avait des instances publiques ou privées, comme GRDF qui était présent, Caroline était présente également, mais voilà, et donc cette légitimité est importante pour que finalement on ait un alignement des visions entre citoyens et entre experts qui soit reconnu. Un autre point, je dirais, c'est de répondre aux motivations des citoyens. Ces motivations, elles peuvent être de deux ordres, elles peuvent être intrinsèques. On va dire, il y a des personnes, des citoyens qui sont venus au Living Lab pour partager des valeurs écologiques par exemple, ou la volonté d'implication citoyenne. Donc ça, c'est une motivation, on va dire, intrinsèque. On avait également comme exemple, comme motivation de pouvoir développer son réseau professionnel ou personnel. Donc en ça, il faut aussi que le Living Lab puisse répondre à ces motivations. Et on retrouve aussi un autre type de motivation qu'on appelle extrinsèque. Et dans ce cas-là, c'est tout ce qui va venir de l'extérieur. Donc par exemple la mise en avant médiatique, ça passe par exemple comme le Living Lab, le webinaire qu'on fait aujourd'hui, où on va voir certains des participants. Donc c'est aussi une forme de reconnaissance, une forme de motivation à participer, cette communication et cette visibilité vers l'extérieur qui passe
par les médias, qui peut passer par la presse également. Voilà. Et puis après, une autre petite motivation qui n'était pas la plus importante, mais qui était toujours agréable, c'est que le Living Lab a pris à cœur de proposer à chaque fin d'atelier un petit produit local à faire découvrir à chacun des participants. Donc voilà, chaque atelier, chacun des participants pouvait repartir avec le produit local. Donc c'est la petite attention aussi qui fait qu'on veille à prendre soin finalement de nos utilisateurs. Et du coup, je terminerai cette question qui est un peu longue sur la communication et de dire c'est important de pouvoir communiquer auprès de son panel, autant sur la programmation que sur le planning finalement, puisqu'on avait des ateliers, on avait des événements. Voilà, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Et donc, voilà, je dirais que c'est important de bien communiquer sur tout ce côté logistique organisationnel, mais aussi sur les comptes rendus d'ateliers. Et c'est important de pouvoir donner une trace à chacun des participants de sa production et de la visibilité finalement des objectifs et de là où on va. Domiti, on a beaucoup parlé des citoyens et c'est justement l'occasion de savoir et de connaître leur retour d'expérience. Comment ont-ils vécu? Comment vivent-ils ce Living Lab? Bien, je vous propose de découvrir leurs réponses dans cette séquence. Dans le Living Lab, on est là entre nous pendant quelques heures, mais il faut aussi penser que les citoyens, c'est aussi des parents, des enfants, des employés, des membres d'associations, et que c'est des idées qui vont aussi essaimer plus largement que les quelques moments où on est réunis ici. Donc nous, c'est une méthode qui nous a pas mal inspiré aussi et qu'on a repris par la suite sur différents sujets professionnels, à la fois l'alimentation ou sur des fonds européens, c'est-à-dire des sujets qui peuvent paraître un petit peu éloignés aussi parfois du citoyen, et de se rendre compte que non, il y a quand même une construction possible et que la vie des citoyens est important et que ça marche dans les deux sens, entre guillemets. Alors c'est une très riche idée, je trouve, de faire participer des citoyens en amont de ce genre de projet. Parce qu'en général, on est mis devant le fait accompli. C'est des projets qui sont décidés et des solutions décidées par des gens, des élus ou des énarques, mais qui sont a priori hors sol. Et donc au lieu d'arriver une fois devant le fait accompli, au lieu d'arriver de constater que les choses sont mal faites, de râler et d'être en colère, on peut participer, on peut avoir des idées et on peut peut-être influencer les décisions en amont et assez tôt. Et ça, c'est la démocratie et c'est génial. L'intérêt premier, je pense, c'était de faire participer des citoyens qui ne sont pas forcément concernés au premier abord par l'installation d'un méthaniseur, mais c'était aussi faire découvrir, lever des freins parfois et tendre l'oreille aussi sur qu'est-ce qui dérange finalement réellement le riverain, qu'est-ce qui intéresse finalement réellement les riverains et la société sur le territoire, sur toutes ces questions-là. Et là, c'était l'occasion du coup de pouvoir au moins apprendre quelque chose et vivre avec d'autres personnes autour de nous. Une expérience commune où on apprend et on a l'impression de servir à quelque chose. Là, avec le Living Lab, on a l'exemple concret que les citoyens ont des idées, aussi bien qui peuvent être théoriques au départ, mais avec une vraie application pratique ensuite sur le territoire. Et le fait de pouvoir être, en tant que citoyen, je dirais, impliqué dans la démarche de recherche, dans la démarche de compréhension de l'intérêt, je pense qu'en tant que citoyen, dans ces cas-là, on se sent actif. Et de ce fait-là, on comprend mieux et on peut mieux accepter et adhérer complètement à une démarche. Quelle suite sera donnée à ce genre de Living Lab? Est-ce que nous, en tant que citoyens participants au panel, on aura des infos sur la prise de décision de telle ou telle mise en place d'un méthaniseur, par exemple? Ça pourrait être intéressant. Merci à nos citoyens qui ont répondu à ces questions. On y parle de résultats probants, c'est ça la démocratie, on a l'impression de servir à quelque chose. Les citoyens ont des idées, être impliqués dans la démarche. Voici un petit peu les retours divers et variés. À tous les trois, je pense que cette première étape, on peut le dire, c'est un premier succès. Alors oui, c'est un succès d'abord d'avoir réussi à faire s'engager un certain nombre de citoyens dans cette démarche d'innovation territoriale. Et également de les avoir gardés dans un temps quand même assez long, puisque les différents ateliers se sont étalés sur un peu plus d'une année.
Et du coup, ils ont eu envie de rester dans le dispositif et de continuer à partager et à travailler avec le Living Lab. Alors, l'innovation, c'est dans les territoires. Ça, on l'a bien compris pour GRDF et également pour toutes les parties prenantes de ce Living Lab. Pouvez-vous nous en dire plus sur votre stratégie d'innovation de relations territoriales ? Alors, la stratégie d'innovation territoriale, elle est effectivement de proposer différents outils de méthodes de travail sur l'ancrage local. Puisque, comme je le disais en introduction, c'est vrai que chez GRDF, on a à cœur justement de prendre soin de cet ancrage local par une présence des équipes de GRDF déjà au plus proche de nos clients et également des collectivités locales pour lesquelles on travaille, mais également d'être force de proposition sur des méthodes de travail d'innovation ouverte. Le Living Lab en fait partie. Il y a d'autres innovations territoriales sur lesquelles GRDF on a travaillé. On ne va pas les détailler dans ce webinaire, on en fera d'autres, mais effectivement, il y a toute une valise de méthodes que l'on peut utiliser sur les territoires dans le cadre de l'innovation ouverte. Ouais, si je peux ajouter, c'est sûr, on n'oublie jamais qu'on est une entreprise qui gère un service public. Parce qu'on gère la distribution de gaz, c'est bien un service public. Donc on est au service des territoires. On a une mission de service public, on est au service des territoires. Et on ne va pas chercher finalement à calquer une grande stratégie d'entreprise et de faire du copier-coller sur les territoires, mais on a vraiment la volonté de repartir des territoires. C'est aussi pour ça qu'on a des équipes qui sont réparties sur tous les territoires. Chaque territoire a son identité, chaque territoire a ses enjeux. Et c'est très lié en fait avec la méthanisation. Chaque méthaniseur est avant tout un méthaniseur qui doit s'ancrer dans son territoire. Donc on ne va pas chercher à faire du copier-coller entre guillemets du national. On fait tout pareil dans les territoires et puis on bâtonne entre guillemets. Mais non, on va repartir de chaque enjeu local pour faire en sorte que les sujets de territoire avancent et que les territoires avancent. Caroline, Philippe et Paul, au début de ce webinaire, j'invitais bien sûr celles et ceux qui nous suivent en direct à poser toutes leurs questions. La prochaine séquence, c'est bien sûr la séquence des questions-réponses. Et nous avons une première question. Vous avez parlé de cartographie du territoire pour monter votre Living Lab. Comment avez-vous fait ? Alors cette cartographie, effectivement, elle est fondamentale au démarrage du projet, de l'expérimentation qu'on a faite sur le Living Lab. On l'a dit, mais je vais encore insister, le marqueur premier d'un laboratoire d'innovation territoriale, c'est l'usage. C'est l'usager qui est au centre d'un dispositif, d'un écosystème de partenaires publics, privés, universitaires. Donc effectivement, il faut vraiment être en capacité de bien connaître et de cartographier les différents parties prenantes de ce territoire. Donc après, il y a différentes méthodes classiques de cartographie qui ont été utilisées, mais effectivement, cette cartographie, elle est fondamentale au démarrage. Et d'ailleurs, dans l'expérimentation qu'on a menée avec les équipes de Caroline en région Centre-Val de Loire, au démarrage, on n'avait pas prévu de monter ce Living Lab à Châteaudun, mais en cartographiant l'ensemble de la région Centre-Val de Loire, on imaginait, on ne va pas les citer là, mais on imaginait d'autres lieux et qui finalement, on n'a pas senti effectivement un écosystème qui allait accepter le lâcher-prise de mettre l'ensemble de ces problématiques dans les mains d'un panel citoyen. Et à l'inverse, le territoire de Châteaudun qu'on n'avait pas forcément imaginé au début, on a trouvé un terreau qui était vraiment très fertile pour travailler et proposer ce montage de laboratoire d'innovation territoriale. Dans la continuité de cette question relative à la cartographie, Paul, on nous parle de facteurs de réussite. Quels sont-ils justement pour être capable de cartographier, de réunir bien sûr celles et ceux qui sont entre guillemets pertinents sur un tel sujet ?
En fait, ce qui est important, c'est la capacité à rassembler les acteurs qui ont tous en fait finalement une capacité de contribution, parce que disons que chacun va être un apporteur de quelque chose de différent. Et donc il y a à la fois en fait cette capacité de mobilisation et d'expertise. Donc le citoyen est un expert, puisqu'en fait il va vivre les choses en fait en tant que citoyen. Mais après en fait il faut s'assurer que, si là on parle par exemple de la ferme expérimentale, toutes ces questions-là en fait ça vont apporter à chaque fois quelque chose de complémentaire. Et cette logique de complémentarité de briques en fait finalement va être fondamentale dans la cartographie. Et on l'a vu à l'occasion du premier atelier, c'était être capable finalement d'expliquer un procédé qui est celui de la méthanisation. Ça, c'était l'objet déjà d'un premier atelier, Paul. Oui, complètement. En fait, c'est vrai que cette question d'acculturation sur un système complexe, c'est pas évident. Et en fait, en termes de méthode, ce qui est très important, c'est que dès que vous allez faire un Living Lab sur n'importe quel sujet, en fait, d'abord, il faut déconstruire le sujet en sous-ensemble et ensuite créer une histoire qui va raconter cette complexité de manière beaucoup plus pédagogique. Vous avez abordé un petit peu le sujet. Est-ce que tous les territoires s'y prêtent? Alors, on a cru comprendre qu'effectivement, chaque territoire était spécifique. Alors, on n'est pas forcément sur une question propre à GRDF, mais est-ce qu'on peut lancer sur tout le territoire, finalement, ces consultations, ces méthodes d'innovation, le Living Lab? Je pense qu'il faut que le territoire en ait envie aussi. Oui. On n'est pas là pour calquer quelque chose et imposer. Donc ça a été aussi dans le travail de cartographie, chercher dans notre écosystème au démarrage, et puis du coup dans les écosystèmes des gens qui ont souhaité rejoindre l'aventure avec nous, où est-ce qu'on doit, où est-ce qu'on se pose entre guillemets, quel tiers-lieu, quel sujet, et on ne décrète pas les choses, on les co-construit, on repart d'un besoin, et on repart aussi d'une envie des citoyens. Comme l'a dit Paul, ils ont passé du temps. Fallait qu'ils aient envie de dégrossir le sujet. Il fallait qu'ils se sentent impliqués dans ce sujet-là, qu'ils ne connaissaient pas à la base pour un certain nombre d'entre eux. Donc il faut aussi aller les chercher, expliquer, et qu'ils aient envie d'y passer du temps. Et donc ça se décrète pas, ça se construit vraiment. Enfin, le temps, je pense, a été un petit peu le leitmotiv. Mais voilà, ça se construit dans le temps et ça se co-construit ensemble. C'est pas juste un acteur qui va décréter faire un Living Lab, c'est bien un panel d'acteurs qui ont envie de travailler ensemble sur un sujet et un panel de citoyens qui a envie de creuser les sujets de ce panel d'acteurs. C'est un peu prendre le contre-pied finalement d'un modèle où on va très vite et là où il faut être capable de se dire bon, mais on prend un peu plus de temps pour être capable de faire émerger aussi des résultats objectifs qui reflètent finalement tout un territoire, Philippe. Dans vraiment l'ADN d'un Living Lab, c'est vraiment effectivement de confier une problématique à un usager et lui dire maintenant, toi usager, challenge-nous sur l'usage que tu fais de ce produit, de l'innovation que l'on veut développer. Effectivement, on a parlé souvent du temps, qu'il fallait prendre le temps, et également aussi le lâcher-prise de l'écosystème d'entreprises privées, de collectivités locales, d'universités. C'est aussi de faire confiance à cet usager au centre qui va faire grandir le produit qu'on lui propose de travailler. Autre question au sujet des 3 panels mobilisés, à savoir bien sûr la gouvernance, les experts et les citoyens. Quel est l'intérêt de ces 3 panels? Pourquoi les divise-t-on en 3 et quelle est leur importance? Alors concrètement, la gouvernance, c'est ceux qui vont porter justement le temps. En fait, dans la petite animation de départ, on parlait de l'intention stratégique, et donc il y a besoin d'une intention, il y a besoin d'une impulsion. Et la gouvernance est bien entendu en fait à l'initiative de cette impulsion, mais maintenant en fait, elle doit aussi s'assurer que dans le temps, en fait, ces éléments-là s'inscrivent dans la réalité du territoire. Donc elle va rassembler des acteurs qui vont aussi apporter des budgets, qui vont apporter de la dynamique et ça a une capacité de dialogue régulière en fait avec le territoire et les parties prenantes. Après, c'est bien entendu en fait, c'est le fait d'avoir 3 panels permet à la fois de travailler de manière séparée avec chacun des panels et aussi de rassembler ces panels-là. Donc ce qui fait qu'on va pouvoir traiter des questions spécifiques avec chacun de ces panels et ensuite de rassembler tout ça en fait, c'est dans un sens commun. Caroline Rosa. Ouais, en petit complément en fait sur les premières idées qu'on a eues. On parlait pas de panels experts et citoyens, on parlait d'un panel. Et en fait, c'est quand on a cherché à le construire, assez vite, on s'est dit, oui, mais là, on a trop de sachants, on n'a pas assez de citoyens, mais là, du coup, si on fait une réunion avec trop de sachants, finalement, les citoyens ne vont pas s'exprimer. Et c'est en construisant la démarche où on s'est dit, en fait, on a besoin de 2 panels qui vont travailler parfois chacun de leur côté et parfois ensemble. Et au tout début de la démarche, c'est pour ça que on était vraiment sur une méthode d'expérimentation. Au tout début de la démarche,
on n'était pas parti sur cette histoire de 2 panels. C'est devenu une évidence au fur et à mesure où quand on a cherché, voilà, on a regardé les chiffres de l'INSEE, alors combien on met de telle catégorie, etc. Et on a été très embêtés à se dire, du coup, l'agriculteur, est-ce qu'il est sachant? Est-ce qu'il est dans le panel? On a aussi beaucoup d'agriculteurs qui sont citoyens du territoire. Comment on construit les choses? Donc ça, on l'a vraiment appris. Il y a probablement d'autres sujets de Living Lab où ça ne sera pas forcément nécessaire, j'en sais rien. En fait, il faut vraiment ne pas partir avec des idées reçues sur la construction du panel et avancer, voilà, c'est la technique des petits pas. Et il y a peut-être d'autres sujets où finalement, on n'aura pas besoin d'un panel expert parce que le sujet est parfaitement maîtrisé et qu'on va vraiment plus être à creuser un sujet. Là, sur la méthanisation, on a senti justement qu'on avait ce besoin de pédagogie, ce besoin d'accompagner le panel citoyen et qu'on ne pouvait pas laisser les citoyens seuls. Il y avait besoin de visites, il y avait besoin d'échanger avec les écosystèmes, il y avait besoin d'échanger aussi avec les banques. Tout simplement, les banques étaient dans le panel des experts pour expliquer comment on finance un projet de méthanisation, combien ça coûte, que les citoyens se rendent compte de ça. Mais la première idée, on avait un seul panel. Et finalement, on s'est rendu compte que avoir 2 panels, c'était indispensable sur cette thématique. On est face à une approche finalement évolutive, de par aussi le contexte, la topologie, la diversité aussi de personnes mobilisées sur un tel sujet. Prochaine question, comment comptez-vous garder le lien avec les citoyens qui ont participé, Caroline? On leur doit plein de choses, parce qu'ils ont bossé. Il y a des choses qu'on a commencé à creuser côté GRDF, donc il faut qu'on leur fasse la boucle de retour sur ce qu'ils ont fait, sur ce qu'ils ont produit. Et puis il y a certains sujets, peut-être qu'on n'ira pas au-delà, mais il faut qu'on le travaille avec eux finalement et qu'on prenne aussi des décisions ensemble. Donc là, on a pas mal de choses. Et puis comme je l'ai dit tout à l'heure, on va essayer aussi d'élargir le sujet et de questionner sur, on a cette idée avec le campus éventuellement de creuser ce sujet autour du carbone. Est-ce qu'ils ont envie de travailler là-dessus? Est-ce que ce sera le même panel? Est-ce qu'on élargit le panel? Est-ce qu'on propose à d'autres acteurs de nous rejoindre? Est-ce que certains vont vouloir nous quitter? C'est aussi la vie dans les territoires. Peut-être des gens qui ont déménagé, qui ne seront plus là. Et donc, on va vraiment retravailler sur la suite. Et comme l'a dit Philippe, on a toujours dit, ce n'est pas le Living Lab de GRDF. C'est le Living Lab du campus Les Champs du Possible. Donc, c'est libre, tout est en open source. Si d'autres acteurs ont envie sur ce territoire de creuser d'autres sujets, je les invite à aller rencontrer l'équipe des Champs du Possible et à travailler éventuellement sur d'autres sujets. Ça, c'est une sacrée invitation, un sacré rendez-vous qui est donné, bien sûr, par vous et toutes les équipes de GRDF. Ma prochaine question, elle sera simple. Comment êtes-vous capable de convaincre celles et ceux qui nous suivent, qui, s'ils sont avec nous, manifestent naturellement un véritable intérêt auprès de cette méthode? Comment justement on peut aller plus loin pour leur dire ça y est, on a nous en open source tous ces résultats, toute cette méthode-là, allez-y. Comment est-ce que vous pouvez les convaincre justement que ces entreprises soient grandes, petites ou moyennes, de faire comme vous l'avez fait, mobiliser un territoire avec des experts pour accompagner les citoyens sur des sujets? Alors, je pense qu'on est dans une société où les décisions ont du mal à avancer quand elles sont à l'encontre d'une volonté des citoyens. Donc je pense qu'aujourd'hui, on ne va pas forcément faire des Living Lab partout sur tous les sujets, mais en tout cas cet esprit Living Lab, cet esprit de co-construction avec des citoyens est indispensable pour faire avancer des sujets qui, vu de notre fenêtre, nous semblent pertinents, mais vu de la fenêtre d'un habitant d'un territoire, n'ont pas forcément la même vision et la même pertinence que nous. Et donc, on a besoin aujourd'hui de travailler vraiment avec les habitants, les acteurs d'un territoire pour faire avancer les sujets. Donc je pense que on est vraiment sur un changement, y compris pour une entreprise comme la nôtre. On est une entreprise industrielle avec nos grands principes, notre certification, etc. Aujourd'hui, on est sur un paradigme qu'on a forcément besoin d'inverser quand on veut faire avancer les sujets. Philippe. Et sur ce point, alors le Living Lab est une méthode vraiment très complète, on l'a dit à plusieurs reprises sur un temps long, mais qui regroupe aussi un certain nombre de méthodes de travail, vraiment de co-construction avec des usagers, des citoyens, et on peut aussi très bien consulter ces méthodes de travail, juste peut-être pour faire un atelier de sensibilisation. Enfin voilà, on peut aussi piocher et se dire, je ne vais peut-être pas aller demain matin proposer à la collectivité de mon territoire de monter un Living Lab, mais il y a des outils qui sont dans cette méthode d'open innovation qui peuvent être aussi utilisés pour travailler avec
cet ancrage local, cette relation directe avec un usager du territoire, avec un citoyen. D'autres questions nous parviennent en direct. On va vous poser la question suivante à vous, Paul. Est-ce que justement vous avez noté une évolution des membres du panel au fur et à mesure des ateliers? Est-ce qu'il y en a des nouveaux qui remplacent ceux qui... Enfin, comment ça se passe en tout cas la vie de l'atelier par rapport aux membres du panel? Je pense que la réponse est assez courte, mais en fait ce que l'on peut voir c'est qu'il y a un engagement progressif des acteurs qui au début sont dans une logique de découverte et puis progressivement en fait ils se sentent acteurs. Et donc c'est ce fait de se sentir acteur et de devenir en fait dans un atelier prototyper des solutions et donc du coup être acteur du territoire, c'est quelque chose qui a été vraiment très 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 visible. Ils diffusent l'information à leurs proches qui du coup rejoignent aussi un petit peu le mouvement, c'est ça? C'est une manière en fait l'enjeu d'un panel aussi c'est d'avoir quelque chose dans la durée, donc c'est important de conserver aussi une sorte de représentativité. Ces gens-là en fait ont aussi été choisis, ils se sont engagés en fait dans une démarche, donc le fait de diffuser c'est un point, mais c'est surtout aussi de conserver le lien et la relation. Donc c'est plutôt de faire des acteurs qui sont progressivement un peu plus sachants. Au début en fait ils étaient vraiment très novices, puis après en fait ils avaient plein d'informations, ils ont pu les mobiliser et c'est ça en fait qui fait aussi la force. C'est être capable aussi de se former, on le voit, et ça c'est très très intéressant. On va revenir sur les questions. Vous êtes nombreuses et nombreux à nous poser vos questions dans le chat et nous sommes ici justement avec nos experts pour y répondre. La prochaine question est relative, je suppose et j'imagine du moins à l'écran, sur la disponibilité des kits. On va peut-être attendre quelques instants pour que je puisse consulter cette prochaine question. Alors non, ce n'est pas une question au sujet des kits. Au final, les citoyens sont-ils devenus des ambassadeurs de la méthanisation sur leur territoire? Certains ont-ils fortement changé d'avis? Alors, ces citoyens qui, finalement, on le disait, c'est un peu la suite de cette question qu'on vient de vous poser, Paul. Alors, ces citoyens ont-ils finalement évolué? Sont-ils devenus des ambassadeurs de la méthanisation et ont-ils changé d'opinion et de sujet sur la méthanisation? En fait, il faudrait leur poser la question. Oui. Faudrait leur poser la question. On ne cherchait pas, dans cet atelier, à, entre guillemets, endoctriner les gens. Ce n'était pas la volonté. Et du coup, je ne sais plus si c'est Lise ou Domitil qui l'a dit tout à l'heure, il y avait aussi dans ce panel des gens qui sont riverains de projets de méthanisation, qui ont quelques doutes, et c'était la volonté. Je ne sais pas si ceux-là sont pleinement convaincus. En tout cas, ils ont compris qu'il y avait un enjeu pour le territoire et que c'était une nécessité aujourd'hui de décarboner nos énergies, d'obtenir une souveraineté de la production énergétique en France, parce qu'on est bien sur du gaz produit en France. Et donc, ils ont pu prendre de la hauteur sur ce sujet et du coup avancer dans leur réflexion. Maintenant, on ne cherchait pas à ce que des gens sceptiques en sortent pleinement convaincus. C'était absolument pas l'objectif. Et on leur a même pas posé la question finalement de est-ce qu'aujourd'hui vous êtes pleinement ambassadeur de la méthanisation sur le territoire? Après, ce qu'on peut quand même voir, c'est qu'il y a eu tout un travail sur les irritants des projets. Donc, ce qui fait que la méthodologie en fait permet petit à petit en fait de venir dérisquer les projets de méthanisation. Et il y a une question en fait finalement sur le projet idéal. Donc, c'est ce qui permet à chacun de venir se dire tiens, si à un moment donné, je suis contraire à quelque chose, j'ai aussi des pistes de solutions et du coup, je peux les activer. Et ce qui a été important dans ce travail, c'est qu'on parle beaucoup du panel citoyen. Pour le panel d'experts, ça a été aussi riche en apprentissage, notamment les agriculteurs qui faisaient partie du panel expert, qui étaient finalement, pour certains, assez loin de s'imaginer que finalement le monde agricole, qui est pourtant dans ce territoire de Châteaudun, on se dit, il y a plein d'agriculteurs, oui, mais aujourd'hui le monde agricole est finalement assez méconnu, les pratiques agricoles sont finalement assez méconnues, et donc il y a aussi ce double enseignement des experts, à voir finalement pourquoi les citoyens ne les comprennent pas et sont parfois opposés au projet. Donc cet enseignement, en fait, il est vraiment double. Et peut-être pour conclure sur cette question, on a des projets de Living Lab, on a des Living Labs qui sont plutôt en général mis sur des territoires très urbains, sur la mobilité, sur des Living Labs autour de la santé ou de l'accès aux soins. Et c'est vrai que c'était aussi, aussi une découverte, des surprises que l'on a pu avoir sur ce Living Lab dans un territoire plutôt agricole, plutôt rural, et effectivement a aussi participé, c'est un objet qui a participé à remettre un lien entre citoyens et le monde économique, les agriculteurs faisant effectivement partie de ce monde économique. Et c'était aussi un enseignement assez intéressant de voir comment le territoire aussi s'appropriait ses propres objets.
Caroline, Philippe et Paul, les questions sont très nombreuses, vous citez beaucoup d'intérêt et de curiosité. Alors on va aller poursuivre justement ces questions avec cette prochaine interrogation. D'après vous, les citoyens diraient-ils qu'ils ont un impact concret sur leur territoire et des décisions locales? On parlait tout à l'heure de démocratie dans les verbatims de celles et ceux qui nous ont fait un retour concret sur leur participation du Living Lab. Est-ce que justement c'est ce que vous avez pu vérifier, ces citoyens Je pense que sur les décisions? La vidéo le dit bien en Oui. fait. Hein, donc il y a eu une capacité d'action et c'est du coup une logique de co-construction. Je pense que cette question-là en fait est au cœur des définitions de ce qu'est un Living Lab, c'est de donner la parole en fait et donner la capacité d'action aux citoyens. Par extension, est-ce que vous êtes finalement conscient que vous avez fait finalement émerger un nouveau modèle de démocratie? Alors, émerger, je ne sais pas, parce qu'on n'a pas inventé le concept du Living Lab. Hein. Comme on l'a dit, hein, on s'est nourri de ce qui se faisait. Potentiellement, alors ça existe peut-être, mais on n'a pas encore vu de Living Lab qui se sont développés sur ce sujet. Hein, parce que le sujet, on parle beaucoup de méthanisation, mais c'était la transition énergétique et la transition agricole des territoires sur lequel, effectivement, on a beaucoup travaillé sur le sujet méthanisation. Donc sur ce sujet-là, je ne suis pas certaine qu'il en existe d'autres, en tout cas en France. Hein. Mais en tout cas, le Living Lab, ce n'est pas GRDF qui l'a inventé. Hein. On le disait effectivement en préambule, effectivement, c'est aux Oui. États-Unis très précisément. Oui, Et Philippe. l'expérimentation que l'on a faite a été sur la méthode, et on voulait aussi dans cette expérimentation voir comment on allait se faire surprendre par les propositions qui allaient émerger de ces usagers qui sont au centre de la méthode du Living Lab. Hein. Et vraiment, moi j'assiste toujours dans la définition de ce qu'est un Living Lab, c'est qu'au final, c'est un écosystème qui se met en place au service d'un usager qui est au centre, et c'est pour lui, et c'est pour ces citoyens qui sont au cœur du réacteur du Living Lab. Ce n'est pas la prétention de cette expérimentation de redonner un souffle à la démocratie locale en Eure-et-Loire, mais en tout cas, effectivement, ça aussi a contribué à remettre peut-être un lien dans des échanges entre le monde économique, le citoyen, qu'est-ce que c'est aussi pour certains citoyens que le campus Les Champs du Possible, qui sont quand même plutôt bien implantés. Enfin, il y a aussi toute cette connaissance du territoire qui a été mise à disposition pour les citoyens de Châteaudun. Et on va justement vous inviter de nouveau, Philippe, à nous rappeler que, on parlait tout à l'heure de démarche OpenInno, avec une démarche également où les résultats sont disponibles en open source. On parlait de ce fameux kit pour expliquer à celles et ceux comment procéder si on souhaite lancer un Living Lab. Est-ce que vous pouvez nous rappeler où se trouve ce kit? Alors, tout ce qui est Open Innovation, tout ce qui est innovation ouverte chez GRDF, il n'y a qu'un seul endroit, c'est le site dédié qui est innovation.grdf.fr. Quel que soit le sujet d'ailleurs, j'évoquais les appels à projets, bon, c'est pas l'objet du jour, les appels à projets de GRDF sont sur ce site, mais également toutes les ressources documentaires que l'on peut proposer à nos partenaires des écosystèmes innovation externes, donc sont sur notre site innovation.grdf.fr, et on y retrouve les différents kits méthodologiques qui ont été présentés au cours de ce webinaire. On le télécharge, on peut le commenter, et qui dit aussi open source dit forcément l'enrichir, c'est ça aussi, c'est tout l'objet Exactement, aussi de ce kit. exactement. Il me semble d'ailleurs que sur cette page qui a dû être également déposée dans le chat de ce webinaire, on a ouvert les commentaires pour que chacun puisse éventuellement proposer des compléments, des ajouts, des amendements à ce dispositif. Soyez nombreux, soyez nombreux, bien sûr, à télécharger ce kit, à l'enrichir, à y participer. Vous avez compris durant cette heure et demie l'état d'esprit des équipes de GRDF mobilisées sur cette méthode d'innovation, le Living Lab. On va naturellement remercier à vous de nous avoir suivis, d'avoir été aussi nombreuses et nombreux. Je remercie bien sûr les équipes de GRDF, les équipes d'Actan, toutes les citoyennes et citoyens qui ont répondu à l'ensemble de nos questions, et bien sûr aux équipes de production. C'est sur ces derniers remerciements que nous mettons un terme à ce webinaire. On se retrouve bien sûr pour de nouveaux sujets avec les équipes de GRDF. Très bonne journée à toutes et à tous.